Basculer directement sur mon affaire. Est-ce qu'on m'entend comme ça dans le fond? Ouais. Ok. Je bascule directement. J'ai évidemment un certain nombre d'avis sur ce qui a été dit, mais ce qui est sûr, c'est que la disparition du soldat est quelque chose qui me touche parce que je crois que le soldat, comme d'autres corps de métier ou d'autres corps sociaux, est quelque chose qui est fondamental pour la vitalité d'une nation. Ceci étant dit, il n'y a pas de soldat sans guerre, il n'y a pas de guerre sans soldat. Donc pour équilibrer ce débat, vous m'avez demandé de parler de la guerre, après vous ayez parlé de soldats. Donc je vais vous parler de la guerre d'aujourd'hui, celle qu'on conduit, celle qu'on a conduit, et puis de la guerre de demain, avec simplement un certain nombre de grandes idées, peut-être un peu schématiques, mais pour caler un peu les idées. Alors, l'année 2013 aura été très militaire, on le sait, avec le lancement de l'opération Serval au début, l'opération Sangaris en Centrafrique à la fin, et puis au milieu, une opération qui aurait dû avoir lieu très probablement et qui n'a pas eu lieu, cette opération en Syrie. Alors, de ces guerres-là, et la guerre en Afghanistan, je vais essayer de tirer donc quelques leçons. Première leçon, nous ne pouvons pas commander à la guerre. Le rêve du politique, on le sait, c'est l'intervention puissante, rapide, ponctuelle, qui sidère. C'est le mythe sans foi invalidé du hit and transfer, du choc militaire qui conduirait directement au résultat stratégique et dans un monde parfait, comme on l'a espéré, au passage de relais à quelques armées vassales immédiatement aptes et désireuses d'assumer elles-mêmes les responsabilités. Là, les calendriers idéaux sont toujours infirmés par la vie propre de la guerre. Serval l'a montré, Sangaris le montre à nouveau. De la première bataille à la paix meilleure qu'elle vise, il y a toujours un long chemin chaotique qui ne produit le succès que dans la durée, que dans l'effort et que dans la persévérance. Et quand les politiques pensent le contraire, ils ont tort. Leçon numéro 2, le volontarisme ne remplace pas les moyens. Dès lors que pour de multiples raisons, le paradigme de destruction ne peut plus être, et vous en avez évoqué un certain nombre de raisons, ne peut plus être le paradigme central de la guerre, dès lors qu'il faut agir dans des contextes où le facteur multiplicateur de la technologie est très réduit, dès lors que la légitimité de la bataille ne peut se mesurer ex post qu'à l'aune du résultat politique, l'instantanéité et la foudroyance ne fonctionnent plus. Dès lors, la capacité à durer, les volumes déployables, les contrôles des espaces redeviennent des données essentielles, ce qui remet d'autant en cause les évolutions de nos armées et ce terrible manque d'épaisseur stratégique qui les caractérise aujourd'hui, nous conduit aujourd'hui dans l'impasse en Centrafrique. Troisième leçon, la guerre n'a pas changé de nature, mais elle a changé de visage. La substance de la guerre, en quelque sorte, n'a pas changé. Les conditions des interventions ont évolué. Avant, on faisait appel au tribunal de la force, et nous y excellons encore, mais désormais, ce qui compte, c'est l'affrontement des volontés, et dans cet affrontement des volontés, hélas, nous avons de moins en moins souvent l'avantage. Vis-à-vis de l'objectif, vis-à-vis de l'adversaire, les objectifs ont changé. Il ne s'agit plus comme hier uniquement de détruire. Nous l'avons fait quand on nous l'a demandé d'ailleurs de manière remarquable au Mali, mais il s'agit autant de contenir et surtout d'intégrer. Et on voit bien que c'est difficile, on le voit particulièrement en Centrafrique. Nous sommes passés en quelque sorte du paradigme napoléonien, centralité de la bataille, culte de l'offensive, destruction de l'ennemi, victoire intégrale, au paradigme de la paix. Quoi qu'on en pense, c'est comme ça. On sait bien que l'horizon de la bataille, c'est la paix qui la suit. Les dimensions culturelles, sociales, économiques, politiques de la guerre sont essentielles. Et leur poids sont désormais encore plus importants que la dimension militaire. La bataille n'a plus de fin en soi, alors qu'elle a eu hier une fin en soi. La bataille n'a plus de fin en soi. Il s'agit désormais, avec la bataille, de créer de nouvelles conditions d'où émergera le succès stratégique. La bataille va créer un choc, d'où on espère faire émerger le succès stratégique. Au-delà, il faut passer de la paix négative à la paix positive en établissant les conditions du gagnant-gagnant. C'est ce qu'on est en train de faire au Mali avec les difficultés que vous connaissez et c'est absolument fondamental. Il faut que nous sachions passer du conflit terminé
qui correspond à un accord entre les protagonistes, au conflit résolu, quand les causes profondes ont disparu, et transformer ce conflit résolu en paix durable, c'est-à-dire en réconciliant les adversaires. C'est bien les travaux qui nous sont aujourd'hui confiés. Ce que je constate aussi, c'est le rendement décroissant des armes. On s'aperçoit que des systèmes d'armes toujours plus performants produisent des résultats toujours plus décevants. L'exemple typique, c'est l'Afghanistan. A-t-on vu dans un conflit au monde et dans l'histoire un différentiel technologique plus important entre la coalition d'un côté, armée des meilleurs armements, et les talibans armés de simples Kalachnikov? Non, nous avions un différentiel technologique extravagant, et pourtant, c'est l'armée du bas du spectre qui est en train de l'emporter probablement de manière définitive. On voit donc que nous savons de mieux en mieux gagner des batailles. On a des armées qui savent faire ça, gagner des batailles, mais que nous sommes de moins en moins capables de gagner les guerres. L'exemple de la Libye est évidemment fascinant. Et pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce qu'on voit que notre supériorité technologique, qui est immense, au fond, n'influe que sur les deux premiers niveaux de la guerre, le technique et le tactique. La bataille se gagne bien à ces deux niveaux, le technique et le tactique, mais la guerre se gagne aux trois autres niveaux, l'opératif, le stratégique et le politique. Or, la technologie ne joue que sur les deux premiers niveaux, ceux de la bataille, et pas sur le niveau de la guerre. Voilà, on constate encore que l'emploi de la force crédibilise la force, en particulier nucléaire. Quand les Britanniques reculent devant la guerre en Syrie au début du mois de septembre dernier, ils décrédibilisent totalement leur dissuasion nucléaire, puisque désormais l'exécutif est obligé de passer par les communes pour arriver à déclencher le feu nucléaire. Donc ce que je veux dire, c'est que pour crédibiliser le système de défense, pour crédibiliser la force, il faut l'employer. Il faut l'employer. Et en creux, nos actions en Libye, que je n'approuve pas, mais qui ont existé, notre action au Mali, notre action en Centrafrique, crédibilisent notre dissuasion nucléaire. Et ce qui veut dire en creux que le jour où nous n'avons plus que des armes atomiques et que nous ne pouvons plus crédibiliser cette action éventuelle atomique par des actions conventionnelles, eh bien nos armes atomiques n'ont plus de valeur. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que le président français, qui s'appelle d'ailleurs Sarkozy, qui s'appelle Hollande, emploierait la force nucléaire puisqu'ils n'ont pas eu peur d'employer la force conventionnelle. Ce que l'on constate aussi, c'est que la guerre à distance est un leurre. Elle a un effet militaire sans produire d'effet politique. La projection de puissance sans projection de force, c'est ce qu'on a fait en Libye. On a projeté des bombes, on n'a pas projeté des hommes. Ça ne fonctionne pas. On détruit, mais on ne reconstruit pas après le chaos. Il y a une espèce d'illusion de l'efficience de la guerre aérienne. Ça provoque bien des économies au début, ça minimise le risque politique, mais il n'y a pas de résultat final, ou il y a des résultats finaux contre-stratégiques. À la fin, il faut bien contrôler le résultat politique, il faut bien contrôler l'espace. Et là, ces armées françaises sont de moins en moins capables de contrôler l'espace, parce que pour contrôler l'espace, il faut des volumes dont nous nous sommes très largement départis. Autre mythe qui a disparu, c'est le rêve de la guerre courte. Le rêve du first in, first out, ou le rêve du hit and transfer, qui sont des mythes qui ne fonctionnent pas. Cela n'a pas marché pour les Américains en Irak. Les Irakiens, les Américains imaginaient faire la guerre pendant 3 semaines, ce qu'ils ont fait, puis ensuite passer la main à d'autres armées vassales dont je parlais tout à l'heure. Ça ne fonctionne pas. Ils ont fait la guerre 3 semaines et puis ils sont restés 9 ans sans aucun résultat positif. Pas plus que nous au Mali. Rappelez-vous, le 13 janvier ou le 12 janvier 2013, on part. 4 jours après, on nous dit il faut revenir, ça y est. Et non, on voit bien qu'aujourd'hui, on est obligé d'y rester encore, et que tous les calendriers qui ont été établis par la politique ne fonctionnent pas. Parce qu'on rêve vite un transfert, je fais la guerre rapidement. Non, la guerre, on doit pouvoir la faire, mais elle est toujours longue et douloureuse. Il n'y a pas d'autre solution que de s'engager franchement dans la reconstruction des armées locales, qui sont en général le seul ticket stratégique de sortie des théâtres d'opération. D'ailleurs, le hit and run qu'on recherche au fond n'est pas un facteur de stabilité. Il faut rappeler que nous en sommes à la 5e opération coup de poing en Centrafrique.
34 ans après la première, Barracuda, en 1979. Il faut noter en creux, ou plutôt en conséquence de ce que je dis, qu'une opération qui dure n'est pas forcément une opération qui s'enlise. Il était évident que la guerre du Mali n'allait pas durer le mois qu'on lui avait attribué au début. Nous sommes au Mali pour encore très longtemps, et nous sommes évidemment au Sahel pour 20 ou 30 ans. Mais encore faut-il avoir les moyens. Hein. Bon, leçon numéro 9, il faut respecter les grands principes stratégiques. Serval est un cas d'école. On a défini un objectif atteignable et l'exécutif a donné aux militaires les moyens de réaliser. Et donc, ça s'est fait de manière tout à fait correcte. En revanche, en Afghanistan, on a eu des objectifs qui ont très vite dérivé et qui ont très rapidement dépassé les moyens dont la coalition disposait en termes de temps et en capacité de contrôle de l'espace terrestre en particulier. Autre leçon à ne jamais oublier, c'est qu'il ne faut pas jamais faire le premier pas sans envisager le dernier, pour reprendre le terme de Clausewitz. C'est-à-dire que dès qu'on s'engage, il faut avoir une stratégie de sortie. Au Mali, on en a eu une, parce qu'après l'engagement, il y avait un processus politique qui était déjà presque engagé. On voyait bien ce qui allait se passer. En République centrafricaine, on s'engage, mais il n'y a aucune exit stratégie, et donc on est là, évidemment, pour extrêmement longtemps. Ensuite, je crois qu'il faut évaluer sans aveuglement, et en général, on ne le fait pas, les conséquences d'une intervention, surtout si on n'a pas l'intention d'aller jusqu'au bout. En Libye, on s'engage en Libye, les conséquences n'en sont pas évaluées, et la guerre en Libye nous conduit dans un chaos stratégique terrible, puisque la Libye, qui est un pays un peu dur, mais relativement stable, est désormais un pays exportateur de terrorisme, d'armement et de violence. Autre leçon, notre position internationale passe par nos capacités militaires. N'imaginons pas 15 secondes que quand M. Obama reçoit M. Hollande sur le tapis rouge, il le reçoit à cause de notre puissance économique. Non, il reçoit la France à travers M. Hollande parce que les militaires ont été capables de remplir les missions qu'ils ont remplies au Mali et peut-être en Centrafrique. Notre place au Conseil de sécurité et notre influence dans les affaires du monde est d'abord fondée sur notre capacité à agir de manière concrète dans les crises. Pas sur la dissuasion nucléaire, sur notre capacité à agir dans les crises, et ces moyens d'action dans les crises, nous nous en départissons allègrement. Et en particulier, deux des capacités que nous possédons encore, mais qui sont en train de se dégrader, sont fondamentales. C'est celle de pouvoir agir en nation cadre, c'est-à-dire comme on le fait au Mali, comme on le fait au Centrafrique, c'est-à-dire pouvoir agréger autour de nous un certain nombre d'autres forces parce que nous disposons des moyens. Nation cadre et l'autre capacité fondamentale, la capacité d'agir en premier, c'est-à-dire d'ouvrir un théâtre. Ça, on est encore capable de le faire. Il n'y a pas beaucoup d'Européens qui sont capables de le faire. Il y a peut-être un peu les Britanniques et il y a nous, et point barre, c'est tout. Donc c'est un avantage comparatif de la France considérable, mais qui est en train de se dégrader à grands pas. Voilà pour nos guerres d'aujourd'hui, j'en viens à nos guerres de demain. Prenons l'échéance de 2030 par exemple. Quelques idées. D'abord, la première idée, c'est que la guerre sera. La guerre sera tant qu'il y aura des hommes. Point. Désolé, mais la guerre sera. Freud disait... On ne peut pas purifier l'homme de la guerre, et il a, hélas, définitivement raison. La guerre, en particulier entre grandes puissances, semblait appartenir au passé, sous les effets combinés de la paix démocratique, économique et institutionnelle. C'est évidemment une erreur de jugement. Il ne faut pas oublier, mais vous le savez, que le début de la guerre de 14 a mis fin à la première mondialisation. Les liens entre les économies et les cultures européennes étaient si étroits que beaucoup estimaient alors la guerre impossible, irrationnelle et contraire aux intérêts de tous. Et cette guerre a tué au bas mot 20 millions d'hommes. La toute-puissance militaire ne peut plus qu'interdire certains scénarios, mais elle ne prévient pas les conflits qui vont naître de l'évolution du monde. Donc la guerre sera demain. N'imaginons pas un monde sans guerre, ça n'existe pas. Même si nous, Européens, au bout de cette péninsule européenne, on a trop tendance, et nous, Français en particulier, on a trop tendance à le croire. Deuxième raison, il est très difficile de prédire les formes futures de la guerre. C'est d'autant plus difficile que la guerre est d'abord un exercice dialectique
un exercice de contournement de la puissance et de la volonté de l'autre. Il faut donc être d'autant plus modeste dans la prédiction que la guerre est soumise à ce que Clausewitz appelle les lois d'action réciproque. Je rappelle la loi essentielle, à la guerre, chaque adversaire fait la loi de l'autre. Et que donc, en termes de prospective opérationnelle, les prophéties ne sont pas auto-créatrices, mais auto-destructrices. Dès qu'on prévoit quelque chose, l'adversaire fait autre chose. Le cas typique, c'est l'opération Shock and Awe que les Américains font en Irak en mars 2003. Ça ne fonctionne pas. Ils ont tellement dit qu'ils allaient le faire que les Irakiens ont enlevé évidemment tous leurs états-majors de leurs bâtiments de commandement, etc. Et que donc ça ne fonctionne pas. Donc quand vous prévoyez une guerre, ça ne marche pas. C'est donc pour ça qu'il est extrêmement difficile de savoir la façon dont nous nous battrons dans 30 ans. Autre leçon, la guerre sera toujours le domaine de la friction, du brouillard et de l'incertitude. Il ne faut pas imaginer que demain, davantage qu'hier, les plans se dérouleront comme prévu. La seule loi qui existe est la loi de Moltke, l'ancien. Aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Les plans dérailleront toujours. Ils dérailleront toujours parce que la guerre est le royaume de la friction, pour reprendre le terme de Clausewitz, qui distingue à cause de la friction la guerre sur le papier, les plans de la guerre réelle, celle que l'on conduit en dehors des plans, la guerre que l'on conduit. Regardez comment se passe par exemple le débarquement. Le débarquement ne se passe pas du tout comme il avait été prévu. Pourquoi ? À cause de la friction. Et jamais ce que Clausewitz appelle le brouillard de la guerre ne se lèvera au-dessus du champ de bataille. Autre leçon, la guerre sera toujours une guerre multi-espace et multidimension. La guerre, on ne va pas aller faire la guerre dans l'espace, en abandonnant les autres. La guerre ne lâche jamais un espace dont elle se saisit. Elle a d'abord pris la terre, après la mer, après le ciel, après l'air, après l'espace. Mais elle n'a jamais abandonné les premiers espaces. Et elle s'est saisie aujourd'hui de l'espace cyber qui ne sera aussi pas abandonné. Et c'est une des difficultés des actions modernes, des armées modernes, c'est qu'on ne peut pas, les couches de guerre se rajoutent les unes aux autres, mais on ne peut pas délaisser complètement une des couches, parce que dès lors qu'on la délaisse, l'adversaire qui contourne la puissance s'engouffre. Et donc, un des problèmes budgétaires clairs des armées modernes, c'est qu'elles doivent rajouter des moyens dans tous les nouveaux espaces que conquiert l'homme, parce que la guerre vient s'insérer dans ces nouveaux espaces. La guerre sera hors limite, selon l'expression des colonels chinois Liang et Xiang Sui, qui ont consacré un excellent ouvrage à ce sujet. Et la guerre comportera donc un certain nombre de dimensions en 2030 que nous n'imaginons pas aujourd'hui. Autre leçon, autre probabilité, la guerre ne sera pas une guerre de robots. La guerre commencera bien par une guerre de robots, mais une fois que les robots se seront mutuellement détruits, les hommes reprendront les armes et les vraies guerres commenceront. C'est exactement ce qui se passe en Irak, c'est pas mutatis mutandis. Les Américains gagnent la guerre de manière conventionnelle, très bien, les Irakiens ont prévu cette affaire-là, ils vont refaire la guerre avec leurs Kalachnikov et leurs engins explosifs improvisés. Ça se passera comme ça avec les robots. Les robots feront la guerre, ils seront détruits, et ensuite la vraie guerre, celle des hommes, commencera avec des soldats. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la guerre avec les matériaux de la guerre, et bien comprendre que les armes ne sont jamais que les outils de la bataille, et que le succès dans la bataille se transforme très difficilement en succès dans la guerre. Encore une fois, la technologie est importante pour le succès dans la bataille, mais au fond, dans le succès dans la guerre, elle n'a qu'une importance tout à fait mineure, car la guerre n'est pas un comportement technique, la guerre est un comportement social, elle est un comportement politique. Et la guerre doit avoir une signification politique si elle veut produire d'ailleurs cet état de paix meilleur que le précédent. Et la technologie, dans tous les cas, la technologie n'a que très très peu d'influence, voire aucune influence sur l'état de paix qu'on produit. Or la guerre produit un état de paix. Elle devrait produire un état de paix. Pourquoi ? Parce que la technologie joue sur le warfare, la technologie ne joue pas sur le war. Donc la transformation des armes ne transforme pas la guerre, ne transforme pas la substance de la guerre qui est toujours l'affrontement armé des volontés et pas des armes.
Ce qui explique que les avantages apportés par la technologie sont toujours dominés par les contextes sociaux, culturels, stratégiques et politiques. Encore une fois, l'Afghanistan en est une preuve flagrante. Autre leçon, la guerre ne sera pas une grande guerre comme celle que nous avons connue. Pourquoi ? On ne peut plus imaginer le deuxième conflit mondial ou la Grande Guerre. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les capacités à les conduire longtemps. Il n'y a plus de troupes pour le faire, il n'y a plus d'armée pour le faire. Et puis parce que nos puissances de destruction sont telles aujourd'hui qu'on ne peut pas envisager leur utilisation dans la durée sans destruction totale du monde. Et d'ailleurs, la dissuasion est censée évidemment les prévenir. Peut-on imaginer une guerre classique majeure dans laquelle nous serions impliqués ? Non. Non, parce que nos armes nucléaires sont les armes du refus du choc des masses. Notre armée est optimisée pour la dissuasion nucléaire et l'engagement à des niveaux plus bas de violence. Nos budgets d'ailleurs ne nous permettent pas l'ensemble du spectre. Dissuasion nucléaire, combat classique de masse. Et de moins en moins. D'ailleurs, si nous croyons encore à la guerre des masses, et si nous croyons que la guerre conventionnelle de masse est celle pour laquelle nous devons nous entraîner, alors nous devons très rapidement jeter toutes nos armes nucléaires par-dessus bord et consacrer nos budgets à l'augmentation et à la revalorisation de nos parcs conventionnels. Mais lisez le livre blanc, ça n'est pas la politique de la France. Nous avons une dissuasion nucléaire qui est censée éviter la guerre des gros bataillons, et nous n'avons plus de gros bataillons, il y a une logique. Le coût de l'arme nucléaire nous empêche d'ailleurs d'avoir des gros bataillons. La guerre ne sera pas, en 2030, ne sera plus jamais une grande tragédie grecque. La guerre qui jalonne l'histoire de l'humanité a longtemps été pensée comme une tragédie grecque avec une unité de lieu, de temps et d'action. Elle a été remplacée par une violence à la fois parcellisée et répandue dans l'espace qui ne répond plus à cette triple unité. Les facteurs sociaux ont pris le pas sur les facteurs politiques et sont devenus déterminants dans les relations internationales. Nous pouvons être sûrs que nous serons engagés sur le temps long de manière très dispersée. C'est bien exactement la guerre qu'on conduit aujourd'hui. Nous, armée française, sur de multiples spots, sur de multiples théâtres, éloignés les uns des autres, dans des types d'opérations très divers que nous aurons toujours du mal à prévoir, même à quelques semaines. Nous devons donc nous adapter en permanence, être prêts à faire face à un ennemi intelligent qui cherchera toujours à contourner notre force et à attaquer notre faiblesse. Notre adversaire de demain sera toujours intelligent. Il fera tout pour que nos plans échouent. Il sera hybride quant à ses équipements qui iront de plus en plus rustiques au plus moderne, comme le Hezbollah en 2006, quand il a fait la guerre à Israël. Il sera hybride quant à ses actions, car il sera toujours désormais au cœur d'une intrication complexe, alliant insurrection, criminalité, extrémisme et extrémisme religieux violent. Nos opérations, comme toujours, d'abord des opérations de communication, parce que la guerre est d'abord un outil de communication, évidemment. Donc nos opérations seront des opérations de communication. Nous les conduirons avec des obus de 155 mm et nous les conduirons avec des boîtes de rations. Mais ce seront des opérations de communication que nous conduirons vers les populations locales, vers nos opinions et vers l'opinion publique internationale. Je crois ensuite que nos guerres seront de plus en plus confinées à nos zones d'intérêt proches. Pourquoi ? Le déclin relatif des États-Unis, l'incapacité matérielle et morale d'utiliser la force en dehors d'une espèce de zone chalandise reconnue par tous, va entraîner des déséquilibres et des reconfigurations dans les rapports de puissance et dans les rapports à la puissance. Du coup, nos valeurs, que notre toute-puissance occidentale nous avait fait croire universelles pendant des siècles, deviendront, il faut s'y habituer, des valeurs de zone d'influence et de puissance. Tant il est vrai que les valeurs ne valent jamais que par la force qui les exporte et les défend. Moins vous avez de force, moins vos valeurs valent, c'est comme ça. La géographie de la puissance se redessine aujourd'hui pour redéfinir des zones, qui seront toujours certes contestées à leur marge, où des pôles de puissance nouveaux feront respecter leurs droits et leurs valeurs
je crois que nous devons nous y habituer. Le monde sera divisé entre des nouveaux pôles de puissance qui assureront la sécurité dans leur étranger proche, là où leur capacité régulatrice sera internationalement reconnue comme légitime, et au fond, le monde marchera aussi bien. En forme de conclusion globale, je crois que l'Occident se trouve devant des difficultés croissantes à transformer sa force en puissance. La puissance, c'est pouvoir. Nous avons de la force, mais nous ne pouvons plus avec elle. On l'a bien vu en Afghanistan. Demain, nous devrons continuer à utiliser nos capacités de destruction. C'est notre avantage concurrentiel, on le sait bien. Mais nous devrons le faire dans des conditions très contraintes, de manière précise, en évitant toujours davantage les destructions collatérales. Nos modèles de force aujourd'hui sont optimisés pour produire de l'efficience dans la destruction, mais le problème, c'est que la destruction et la mort sont de moins en moins utilisables comme argument des nations. Il est donc de plus en plus nécessaire de redonner son utilité à la force, pour reprendre l'expression du général britannique Rupert Smith. Et là, il y a pour nous tous un immense champ de réflexion. Merci de votre attention.